On va donc continuer un peu la discussion autour de ces sujets lors de cette table ronde, donc avec trois experts qu'on remercie de participer aujourd'hui. Julien Prat, donc, qui est chercheur au CNRS et enseignant au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, donc, sur les sujets économiques et blockchain. Il dirige notamment la chaire de recherche autour de la blockchain qui est menée par IP Paris et Capgemini. Simon Pollereau, donc, qui est président de l'ADAN, comme l'a expliqué Gabriel, donc c'est l'Association pour le développement des actifs numériques. Donc, c'est une association qui œuvre à fédérer les acteurs de l'écosystème des crypto-monnaies en France et promouvoir leurs valeurs et les opportunités auprès de la société et des pouvoirs publics. Et puis Iban Caricano, donc, qui est responsable communication de Scalmoneta, donc le SCO, la monnaie locale du Pays Basque. Elle a été lancée donc en 2013 et c'est désormais la première monnaie locale d'Europe en volume de circulation. Et donc, pour commencer cette table ronde, je vais me tourner vers Iban pour rebondir sur justement ce sujet des monnaies locales qui a été abordé, leur opportunité, la valeur qu'elles représentent en tant qu'initiative économique, que ce soit pour de la relance ou non d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier retour d'expérience des monnaies locales en rappelant rapidement un peu quels sont les grands acteurs économiques qui y participent, qui touchent à cette monnaie, et puis les grands enjeux économiques sous-jacents? Ouais, bonjour à tous, merci de m'inviter. Ouais, je vais vous parler un petit peu des monnaies locales. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé une monnaie locale? Donc, comme vous l'aviez rappelé là dans le rapport, il y en a plus de 80 en France. Il s'agit de monnaies locales complémentaires. Alors, c'est important de faire cette distinction parce que monnaie locale complémentaire, ça veut dire qu'elles sont adossées à l'euro. Et ça, pour faciliter l'usage, c'est énormément important. Parce que vis-à-vis des commerçants, j'ai déjà vu pas mal de débats sur Twitter qui disaient qu'il fallait adosser des monnaies locales sur les bitcoins, sur des crypto-monnaies. Mais pour l'usage, c'est très compliqué. Parce que l'objectif, quand même, des monnaies locales complémentaires, c'est de circuler un maximum sur le territoire. L'objectif n'est pas du tout la thésaurisation, c'est la circulation. Et ça marche, en fait, parce qu'on voit que ça a tendance à circuler beaucoup plus rapidement que les monnaies fiat étatiques, environ 6 fois plus. Dans le cas du Bristol Pound, en Angleterre, ça circule jusqu'à 10 fois plus. Et tout ça, ça répond à trois objectifs principaux. C'est le soutien à l'économie locale, donc mailler vraiment un territoire économiquement pour créer des relations, donc d'une part des particuliers vers les professionnels, mais aussi entre les professionnels pour vraiment mailler économiquement le territoire et qu'il soit résilient en fait en cas de crise. S'il y a des soucis comme on connaît actuellement, avoir une masse monétaire qui est certaine de circuler entre les acteurs du territoire, voilà, on a plus de résilience. Ça aide aussi à la relocalisation de certains biens, de certains services qui, du coup, sont incités à être réalisés localement. Ensuite, c'est un projet de territoire qui est vraiment générateur de liens sociaux parce qu'on implique vraiment les professionnels, les particuliers. Ils sont vraiment impliqués en fait dans cette création de monnaie, dans ce projet en fait de monnaie locale, avec des valeurs partagées. Il y a des valeurs de solidarité. Par exemple, là, on a lancé une campagne de communication pour soutenir tous les professionnels du réseau et inciter les particuliers utilisateurs de notre monnaie locale à se rendre chez les professionnels du réseau qui maintenaient une activité, qui faisaient du click and collect, voilà, qui en avaient vraiment besoin. Et c'est aussi un projet de territoire en lien avec la culture. Nous, au Pays Basque, notre langue, c'est l'euskara, le basque. C'est une langue, c'est vraiment un trésor linguistique, en fait. Les linguistes s'arrachent les cheveux pour savoir d'où elle vient. Elle était là avant les langues latines, avant les langues anglo-saxonnes. Et pour nous, c'est important, en fait, de s'intégrer, de s'ancrer sur ce territoire à travers la langue également. Donc, on en fait vraiment la promotion. Et ça, c'est un pilier aussi fort. Et enfin, il y a un bénéfice social et environnemental à mettre en place une monnaie locale, parce que, évidemment, on a une charte des professionnels qu'on accepte. On va pas, par exemple, le Carrefour City ne sera jamais au sein de l'Eusko, n'acceptera jamais l'Eusko. Les grandes chaînes ne seront jamais dans l'Eusko. On préfère les petits commerces de proximité, plutôt indépendants, des producteurs qui sont engagés dans des chartes de qualité, de l'agriculture paysanne notamment, et pas des grosses exploitations. On favorise également le développement des circuits courts, donc du coup avec des bénéfices environnementaux qu'on connaît.
On est également un soutien à la vie associative parce que à travers un dispositif en fait de dons aux associations, 3% du change de chaque utilisateur de Leushko est reversé à une association. Donc au final, depuis notre création, on a reversé plus de 130 000 Leushko, donc 130 000 euros aux associations du territoire. Donc, rien que cette année, on en a reversé 38 000. Donc voilà, ça fait un bel ancrage dans le territoire. On développe vraiment la dynamique citoyenne aussi. Et enfin, il y a un truc assez important sur les monnaies locales, et notamment l'Eushko, puisqu'on a plus de 2 millions de l'Eushko en circulation, c'est le fonds de réserve. C'est-à-dire que quand quelqu'un change des euros en Eushko, donc nous, on lui crédite des Eushko sur son compte Eushko, mais les euros, nous, on les prend et on les met dans un fonds de garantie. Alors ce fonds de garantie, il est placé dans deux banques, la NEF, qui est une coopérative bancaire, et le Crédit Coopératif. Et donc ces deux banques sont des banques qu'on appelle éthiques et qui financent des projets à forte plus-value sociale et environnementale. Donc ça, c'est vraiment le dédoublement de la monnaie, c'est-à-dire que d'une part, elle sert de monnaie d'échange sur le territoire, et d'autre part, elle est en fonds de garantie qui finance des projets voilà, environnementaux et sociaux. Ouais, très, très clair. C'est intéressant de voir justement comment est-ce que, et ça rejoint ce qu'on disait dans l'étude auparavant, on arrive à travers ces initiatives locales-là à aussi donner finalement un sens à la monnaie et lui accrocher des valeurs, des informations et finalement bien plus que ce qui peut exister dans une monnaie fiat qu'on utilise au quotidien. Dans le déroulé un peu plus on va dire opérationnel, comment ça se passe pour accéder à des ESCO? Donc vous avez dit que vous échangez finalement des euros contre des ESCO et que vous gardez ces euros-là dans cette réserve, dans ces banques éthiques. Comment est-ce qu'ensuite un utilisateur, une personne va aller utiliser ces ESCO-là? Comment est-ce qu'ils vont un petit peu circuler? Et cette boucle que vous décrivez finalement vertueuse au sein de l'écosystème, comment est-ce qu'elle se passe? Alors on a deux moyens de circulation pour les Eushko. Donc il y a le billet qui a été lancé donc, en 2013 avec le lancement de la monnaie. Et en 2017, on a lancé les Eushko en numérique. Donc, du coup, à travers un compte qu'on a en ligne, c'est une page qui nous permet d'accéder à notre compte. Et on a les mêmes fonctions à peu près qu'un compte bancaire avec une édition de relevé bancaire pour se faire des virements entre comptes. On peut approvisionner son compte de manière automatique avec un change mensuel ou de manière instantanée en passant par la plateforme Helloasso. À savoir que là, actuellement, on a plus de 100 000 euros de change mensuel automatique. C'est-à-dire que tous les mois, il y a plus de 100 000 euros qui sont automatiquement transformés en Eushko. Et après, donc, les particuliers, ils peuvent donc mettre en place ce change automatique. Ils peuvent aussi aller dans des bureaux de change. On a une trentaine de bureaux de change à travers le Pays Basque qui couvrent à peu près l'intégralité du territoire. Et ils peuvent, s'ils n'ont pas envie d'utiliser l'Eushko numérique, ils peuvent aller échanger des espèces en euros et récupérer des enveloppes des Eushko. Ensuite, ils vont dans les commerces. Les commerces, soit ils prennent les billets, soit ils prennent les Eushko numériques. Et pour prendre les Eushko numériques, là, on a lancé cet été une application qui s'appelle l'application Eushko Pay. Et en gros, les commerçants, ils ont cette carte-là à côté de leur caisse. Donc, c'est un QR code. Et avec son téléphone, ben, c'est un peu comme un wallet de crypto, quoi. On scanne le QR code, on entre le montant et ça arrive instantanément. Et du coup, là, ouais, c'est les moyens de paiement qu'on a. Ouais, c'est clair. Tout à fait. On pourra revenir un petit peu plus tard sur justement quelles sont les différentes opportunités digitales ou même crypto pour amplifier cette initiative et potentiellement débloquer des points un peu plus bloquants que vous rencontrez actuellement. C'est juste avant d'aborder ce point-là, je vais me tourner vers Julien. Si vous pouviez rebondir rapidement avec votre vision d'économiste sur un peu la pertinence de ces initiatives locales sur la période de relance, les besoins de relance plus particulièrement, que ce soit sur les initiatives locales, le tech qu'on a présenté, mais aussi les deux initiatives un peu imaginées qu'on a pu présenter en fin d'études. Voilà, comment vous les voyez et un peu quels bénéfices est-ce que vous voyez pour l'économie? Donc, vous me demandez si on peut utiliser les monnaies locales ou privées comme outil de relance économique? Oui, tout à fait. Et aussi votre point de vue sur les deux opportunités qui ont été présentées à la fin de monnaie plutôt dirigée pour les commerçants et de jetons proposés par les commerçants. Ok, donc je pense que Iban a très bien résumé les bénéfices des monnaies locales complémentaires.
Fondamentalement, moi, ce que je vois d'utile dans les monnaies locales complémentaires, c'est l'aspect de traçabilité et de diriger la consommation et les dépenses des utilisateurs, donc sur des usages éthiques, environnementaux, etc. Donc ça, c'est vraiment des aspects éthiques. Après, en termes de relance macro, vous voyez, de relance, si on est dans une période de récession, ça me semble quand même assez loin des objectifs qui puissent être atteints à travers les monnaies locales complémentaires. Je pense que c'est des objectifs assez différents. Fondamentalement, ma vision de ces monnaies, c'est qu'elles opèrent une redistribution des consommateurs vers les producteurs, dans la mesure où elles sont adossées à l'euro ou au dollar si c'était aux États-Unis, puisque finalement, elles ont un taux de change fixe, donc il n'y a pas potentiellement de gain financier. La seule chose que vous avez, c'est une limitation des biens que vous pouvez acheter à un ensemble de producteurs locaux. Donc, clairement, c'est une perte potentielle de pouvoir d'achat pour les consommateurs, mais un gain pour les producteurs, et ça peut être tout à fait justifié si on veut soutenir un tissu local. Et aussi, si on veut, comme vous l'avez dit, limiter ses dépenses à des usages éthiques ou qui satisfont des normes morales qu'on s'est données au sein de cette communauté. Voilà, donc ça, mais en termes de relance réellement macro, ça me semble un peu... c'est pas vraiment un outil qui permettra de faire ça. Après, il y a des questions aussi sur les monnaies locales complémentaires dont Iban pourrait répondre beaucoup mieux que moi parce que je ne suis vraiment pas un expert de la question. C'est qui s'approprie le revenu de seigneurage, qui a le pouvoir de gouvernance. Donc, il y a des aspects quand même de politique économique liés aux monnaies locales qui ne sont pas négligeables. Donc, si j'ai bien compris, l'argent qu'on vous donne au moment de la conversion, vous le placez et après vous le prêtez, non, si je comprends bien, à des acteurs sélectionnés aussi pour le caractère éthique de leur activité. C'est ça, c'est placé dans des banques éthiques. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est des questions parce que vous avez décidé de faire ça, mais d'autres gens pourraient décider de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a des enjeux de gouvernance, il faut être bien confiant, il faut faire confiance aux gens qui gèrent ces monnaies locales. Donc ça déplace la question de la confiance. Et puis il y a un peu cette perte de pouvoir d'achat ou de facilité d'usage qui fait que ce n'est pas évident que les consommateurs vont être prêts à adopter ces monnaies locales de manière très vaste. Vous voyez, ça peut rester un usage, mais peut-être qui risque d'être assez limité parce qu'il y a quand même une perte d'utilité pour les utilisateurs. Après, si je pouvais contribuer à la conversation, je dirais qu'il faudrait distinguer les monnaies locales complémentaires dont on a parlé, et donc qui ont leur utilité, et les monnaies locales ou monnaies privées qui auraient un taux de change flexible avec les monnaies fiat, donc avec l'euro. Donc, par exemple, Bitcoin, on pourrait penser à Bitcoin comme ce type de monnaie, même si en pratique, Bitcoin n'est pas utilisé pour les échanges. Donc, ce n'est pas vraiment une monnaie. Donc, ça c'est un changement beaucoup plus drastique, puisque là, on parle de compétition des monnaies. Donc, on rentre vraiment dans un univers mental totalement différent et des enjeux politiques totalement différents. Maintenant, historiquement, ce qu'on observe, c'est qu'il est très difficile de rendre les monnaies privées crédibles. Donc, c'est un sujet qui existait en économie. Bon, vous devez le savoir, dans les années 70, Hayek, un grand économiste, a écrit des articles en parlant de la compétition des monnaies, en disant qu'il ne fallait pas que l'État ait le monopole sur la monnaie, parce que bon, c'était l'école autrichienne qui est toujours à favoriser la compétition, donc il trouvait que le monopole de l'État n'était pas une bonne idée sur la monnaie, mais c'était une idée qui était tombée en déshérence, plus ou moins, qui était vraiment un sujet académique. Et maintenant, on la voit qui renaît depuis une dizaine d'années, vous en êtes un exemple, parce qu'effectivement, il y a eu des changements technologiques qui rendent l'émission de monnaie par des acteurs privés beaucoup plus crédibles. Donc, on voit bien, IBAN a réussi à nous montrer que très facilement, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez réussi à créer un système de paiement électronique assez rapidement, ce qui n'était pas quelque chose du tout d'évident à faire il y a 20 ans pour des acteurs privés, des petits acteurs privés. Et puis maintenant, avec la blockchain, il y a deux dimensions nouvelles. En fait, il y avait deux problèmes fondamentaux à l'émergence d'une monnaie privée. C'était premièrement, il fallait éviter la contrefaçon. Donc ça, c'est quelque chose qui était compliqué si on imprimait des billets dans son sous-sol. C'est assez difficile de savoir si les gens ne faisaient pas de la contrefaçon. Et avec la blockchain, alors je ne peux pas entrer dans les détails, mais la blockchain permet de s'assurer que ce Bitcoin, il n'y en a qu'un, donc elle permet d'éviter la contrefaçon. Et le deuxième aspect, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas vraiment de mot français pour ça, c'est le commitment, c'est la capacité de s'engager à une politique monétaire qui permette d'éviter la multiplication de la monnaie. Donc ça, c'est des enjeux typiques quand on crée une monnaie privée, et grâce à la blockchain, ils ont été résolus. Et donc, grâce à ce nouvel environnement technologique, on voit réapparaître des monnaies privées qui potentiellement pourraient faire compétition à la monnaie fiat.
Et ça, c'est le changement de paysage. C'est pourquoi ce sujet-là, il y a 10 ans, personne n'en parlait et maintenant, tout le monde en parle. Ok. Mais je peux terminer, j'ai fini, je ne veux pas monopoliser, j'ai vraiment une dernière chose à dire. Mais le fait que ça soit possible technologiquement, ça ne veut pas dire que ça va être possible, ça va être réel pratiquement et que l'adoption sera réelle. Et c'est ce qu'on voit avec Bitcoin. En fait, on ne voit pas réellement une adoption de Bitcoin comme monnaie, à part dans des situations, comme on l'a décrit, de crise, donc comme au Venezuela ou par exemple à Chypre, quand il y a eu la suspension de la convertibilité et le contrôle du capital. Et pourquoi on ne voit pas une adoption à grande échelle en Europe ou aux États-Unis? Donc, vous avez déjà, Gabriel et Abdou ont déjà donné plusieurs raisons. Moi, je pense qu'il y a une raison qui est très simple et qui est plus simple que ça, c'est que le système monétaire, du point de vue des usagers, fonctionne très bien. Dans le sens où le système monétaire, c'est deux choses, c'est une réserve de valeur et une capacité à faire des échanges. Et pour les gens lambda, actuellement, on est en période, en Europe, aux États-Unis, on est en période de déflation, la monnaie est très stable, donc c'est très bonne réserve de valeur, tout le monde fait des épargnes. Et la deuxième chose, les coûts de transaction à travers les cartes de crédit sont assez faibles. Donc il n'y a pas vraiment un besoin de quitter la monnaie. Si un jour on rentre dans une crise monétaire, alors là, les choses peuvent être complètement différentes et effectivement, les monnaies privées comme Bitcoin pourraient, ou Libra, pourraient faire compétition aux monnaies nationales. Mais tant que le système est bon, fonctionne du point de vue des usagers, je ne pense pas que c'est d'actualité. D'accord, très clair. Puis je pense qu'il y a aussi l'aspect dont vous pourrez nous parler un peu plus tard des monnaies nationales crypto aussi, qui ont un peu le vent en poupe et autour desquelles il y a beaucoup de discussions en cours, mais on aura l'occasion, je pense, d'y revenir dans un second temps pour d'abord un peu finir la boucle sur le sujet des initiatives locales. Et du coup, je me retourne vers vous, Iban. Donc, vous avez parlé un petit peu des premières difficultés un peu rencontrées. On peut voir au niveau des échanges physiques, digitaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quels sont les éventuels problèmes technologiques, réglementaires, problèmes d'usage même que vous rencontrez? Et puis, quelles sont les premières pistes crypto que vous avez en tête, que vous avez commencé à explorer pour y répondre? Il me semble que vous avez commencé à creuser un petit peu le sujet. Ouais. Alors, au niveau des problèmes réglementaires, donc on en a eu. Il y a eu notamment en 2018 un procès entre la ville de Bayonne et la préfecture, parce que la ville de Bayonne voulait utiliser la monnaie locale et disposer d'un compte en monnaie locale, et la préfecture a dit non, vous n'avez pas le droit. Au final, donc il y a eu un procès, ça a été un peu médiatique, et ça s'est soldé par un arrangement à l'amiable via une convention d'utilisation. Et ça a permis en fait aux collectivités d'entrer un petit peu dans le réseau de l'EUSCO. Actuellement, on a 25 collectivités locales, dont la communauté Pays Basque qui regroupe toutes les municipalités du Pays Basque. Et ça, en fait, on est actuellement avec le mouvement Sol, donc qui fédère beaucoup de monnaies locales, en train de faire un lobbying auprès de Bercy pour assouplir la loi et en tout cas permettre aux collectivités de disposer vraiment de comptes en monnaie locale et d'utiliser la monnaie locale, de réaliser des dépenses en monnaie locale. Pour l'instant, c'est faisable, c'est un peu compliqué, mais il y a des élus qui ont leur subvention d'élus versée en monnaie locale, il y a des dépenses qui sont réglées en monnaie locale, etc. Donc, il y a vraiment cet obstacle réglementaire de l'utilisation de la monnaie locale par les collectivités. On est en train de faire du lobbying pour le contourner, en tout cas pour le résoudre. Ensuite, au niveau des obstacles technologiques, donc c'est vrai que le passage au numérique a été un gros challenge. Donc non seulement au niveau des outils, même si on a quand même été aidé parce que notre Presta, c'est une fondation néerlandaise qui s'appelle Cyclos, qui fournit en gros des outils technologiques numériques pour les monnaies locales. Donc là, l'application EuskoPay a été développée via la fondation. Mais en fait, c'est aussi des soucis d'usage parce que les gens, c'est très difficile de faire changer leurs pratiques. C'est très difficile, par exemple, de leur faire payer avec un téléphone, au final. Nous, on est dans un milieu très digital, très du numérique. Mais voilà, Julien parlait des gens lambda. Ben ouais, il faut s'accrocher pour leur faire accepter de payer avec leur téléphone. Et donc ça, c'est vraiment complexe, en fait. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu, en fait, pour nous, sur les prochaines années. Ça va être de développer l'usage parce qu'on se rend compte que la transition numérique a permis de vraiment démultiplier le nombre d'EUSCO en circulation. Ça a eu un effet énormément bénéfique sur le nombre d'EUSCO en circulation. Et du coup, il faut continuer à proposer ces usages, mais il faut réussir à les faire. Enfin, il faut que l'user experience soit ultra bien développé parce que sinon, personne s'en emparera, quoi. Et au niveau de l'intérêt qu'on pourrait avoir pour la blockchain,
Au final, moi, le seul intérêt que je vois, c'est vraiment une question de sécurité. Euh, Parce que je me suis vraiment posé la question en fait en préparant cette table ronde. J'ai appelé par exemple Jean Rossio qui a mis en place le Léman et notamment l'utilisation du blockchain Léman. Je lui ai demandé ben voilà, pourquoi en fait il avait fait ça, quels étaient les intérêts et tout ça. Et au final, au fur et à mesure des discussions et des réflexions que j'ai pu avoir derrière, je me demande vraiment au final si on a besoin de se passer d'un tiers de confiance pour une monnaie locale. Est-ce que ce n'est pas utile au final d'avoir cette organisation, donc nous en l'occurrence l'association Euskal Moneta, est-ce qu'au final, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette organisation qui assure le rôle de tiers de confiance et qui fait vraiment la redistribution de cette monnaie? Et parce que bah, c'est ça quand même la proposition de valeur d'une blockchain, c'est de se passer de tiers de confiance. Et je pense que nous, on en a quand même besoin. Donc, éventuellement, la piste que je vois, si les monnaies locales doivent utiliser les blockchains, c'est avec de la blockchain privée, donc centralisée, qui au final renforce la sécurité et qui automatise via des smart contracts euh, pas mal de procédures et au final qui allège tout le travail de digitalisation et de développement des outils numériques. Voilà. Je peux poser une question à Iban Bien sûr. sur ce point-là. Un des avantages peut-être de la blockchain, c'est que ça permettrait de rendre plus facile l'audit de vos comptes et la vérification par exemple, du fait que vous avez bien adossé un euro, enfin, j'oublie, un Yoshko sur 1 euro, par exemple. Ouais. Ça vous serait pas utile, ça? Peut-être. Peut-être. Là, actuellement, je sais pas, je ne suis pas responsable administratif et comptable et j'avoue que je ne sais pas trop comment sont faits les vérifications, les audits et tout ça. Je sais que là, on est actuellement en train de préparer un dossier pour la CPR parce qu'il faut qu'on se mette en conformité à partir d'un certain volume. Donc là, il y a toutes ces démarches qui sont en cours. Avec une blockchain, peut-être que ce serait plus simple. Bah, potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est empêcher la création de. Enfin, vous voyez, conditionner la création d'un Yoshko à 1 euro, comme ça, Ouais. c'est beaucoup plus difficile de faire de la fausse création monétaire. Je pense que ça peut peut-être être utile, je ne sais pas. Ouais. Ok. Peut-être. Très clair. Et donc, alors peut-être avant de me tourner vers Simon, qui pourra, je pense, bien rebondir sur ces opportunités de création de blockchain, et puis aussi sur tout le sujet d'écosystème et de lobbying dont vous parliez, Iban. On a une question de Pierre qui vous demande est-ce que vous avez remarqué une augmentation de l'utilisation de votre monnaie depuis la crise? Ouais. Ouais. En fait, on a eu une stagnation pendant le premier confinement. Et au déconfinement, on a vu pas mal d'ouvertures de comptes, enfin en tout cas plus que la normale, et une nette augmentation du volume de change mensuel, le change automatique dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est suite en fait au premier déconfinement qu'on a dépassé les 100 000 euros de change automatique mensuel. Et là, depuis la rentrée, en fait, ça s'accélère aussi. On voit que en fait, c'est vraiment ces problématiques de résilience du territoire, de relocalisation qui ont été évoquées pendant le premier confinement, qui au final font un petit peu écho. Euh, et je pense que les citoyens s'en emparent. Et après, voilà, le changement de pratique est long. Il faut des éléments déclencheurs, il faut une omniprésence du message. Et voilà, on commence vraiment à parler de plus en plus de monnaie locale et surtout d'initiatives venant de la part des collectivités pour soutenir ces monnaies locales ou pour carrément créer des bons d'achat. On a vu pas mal de bons d'achat émerger. Je pense que ça participe à une prise de conscience un peu générale euh, du fait qu'il y a vraiment un intérêt pour l'économie locale, pour son territoire, d'utiliser une monnaie locale. Ok, très clair. Merci pour cette question. N'hésitez pas vraiment à poser toutes vos questions dans le chat. Je me chargerai de les relayer directement. Peut-être pour enchaîner sur ce que vous disiez juste avant, Iban, autour des opportunités que représentent les cryptos pour les monnaies locales, se pose un peu la question du qui pour accompagner justement toutes ces initiatives dans le déploiement des cryptos ou de features crypto tout du moins. Et là, je voudrais me tourner vers Simon. Le président de l'ADAN, au cœur de l'écosystème des actifs numériques en France. Comment est-ce que vous voyez l'état de maturité actuelle de l'écosystème des crypto-monnaies en France? Est-ce qu'il est prêt en quelque sorte à booster, accompagner ces initiatives-là? Et comment est-ce qu'il pourrait justement se structurer, s'articuler pour aller fédérer ces différentes initiatives et les accompagner un peu sur le chemin crypto ou technologique? Merci, bonjour à tous.
Bien sûr, ravi d'être là avec vous. Peut-être avant de présenter l'écosystème, je vais rebondir très rapidement sur la partie tiers de confiance, parce que c'était une question assez intéressante. Et c'est vrai que la question, notamment pour les monnaies locales qui ont besoin d'une forte confiance en fait, dans un organisme qui gère les missions et les échanges autour de ces actifs. C'est une question qui se pose et qui s'est posée d'ailleurs, vous n'êtes pas les premiers à vous poser ces questions-là. La blockchain apporte un certain nombre de caractéristiques et Julien en a très bien parlé, donc le fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de double dépense et surtout, voire surtout, l'auditabilité en fait des différents échanges qui en fait sont assez complémentaires avec la démarche monnaie locale qui est d'apporter de la confiance dans le citoyen par rapport à des échanges réalisés à l'échange local. La différence peut-être d'approche qui a été dès le départ avec les blockchains publiques notamment, c'est que les blockchains publiques, elles ont des vocations très universalistes. Ce sont des blockchains, ce sont des supports technologiques qui sont par nature et en fait par objectif accessibles de partout dans le monde et qui donc sont ouvertes à tous les cas d'usage. Et je voulais juste préciser du coup en introduction que le tiers de confiance a toute sa place en fait sur une blockchain. La blockchain, elle permet de se passer le tiers de confiance pour la représentation de la valeur et pour les échanges, mais tout ce qui est émission, gestion et finalement ce qui donne la caractéristique particulière à l'actif émis, il est tout à fait possible et même souhaitable d'avoir des actifs qui soient émis par des entités particulières et qui apportent un degré de confiance différent d'un actif natif comme le Bitcoin par exemple qui a des caractéristiques très particulières. Bon, voilà pour l'introduction rapide et je reviendrai s'il y a des questions aussi sur ces aspects-là. Et du coup, pour répondre au point de l'écosystème français, donc, nous avons en France de très nombreuses expertises sur la blockchain. Il y a à peu près une centaine d'entreprises qui sont vraiment spécialisées, plus spécifiquement d'ailleurs sur les actifs numériques, donc tout ce qui est représentation d'actifs sur ces supports blockchain et notamment de monnaies particulières qui peuvent être des actifs émis dans le cadre de financement de projets, mais aussi des monnaies locales. Il y a un certain nombre de projets de monnaies locales qui sont déjà sur blockchain. Ce qui est très intéressant avec la France, c'est qu'on a un très bon écosystème d'ingénieurs et de compétences. On a beaucoup de sociétés technologiques qui existent, spécialisées dans la blockchain et qui sont tout à fait prêts à accompagner ce type de projet, en tout cas, et qui ont vraiment une très bonne connaissance, qui sont là depuis 2015-2016, donc vraiment les tout débuts de tout ce qu'on appelle smart contract et les blockchains programmables, et qui se sont déjà un peu, on va dire, cassés les dents sur les premières limitations existantes. Aujourd'hui, on arrive à un degré de maturité de la technologie qui permet, et aussi surtout des acteurs, qui permet d'aborder vraiment les avantages et les faiblesses de ces systèmes distribués de façon très pragmatique, et donc d'adapter finalement la prestation par rapport à la problématique levée. Donc aujourd'hui, en France, il y a à peu près une quinzaine de cabinets de conseil qui sont vraiment compétents sur le sujet, qui sont prêts à accompagner les acteurs qui souhaiteraient se développer avec la blockchain. Et bien sûr, l'association, ça peut être aussi une porte d'entrée pour mieux comprendre cet écosystème et pour aussi avoir une cartographie des différents acteurs possibles. Super, super clair, merci beaucoup Simon. Et peut-être pour continuer le sujet et peut-être aussi ouvrir un peu la discussion à un point de vue un peu plus peut-être macro, je me retourne vers Julien. Donc vous parliez un peu des alternatives à des initiatives locales en des périodes de relance ou de crise économique. Vous nous parliez donc du coup des monnaies plutôt privées. Il y a un sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment, qui est le sujet des CBDC, donc les Central Bank Digital Currency, dont notamment l'euro digital qui est en cours d'exploration et de discussion au niveau européen. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer rapidement un peu le fonctionnement de ces nouvelles monnaies-là, un peu leur distinction avec ce dont on vient de parler de monnaies, par exemple, locales, crypto, et est-ce que ça peut être une solution intéressante dans le cadre du sujet qu'on parle aujourd'hui de relance économique?
Donc, oui, tout à fait. Je vais essayer de résumer un peu l'état du débat actuel. Donc, en fait, les CBDC, d'une certaine manière, c'est une réponse à l'émergence des crypto-monnaies et particulièrement au projet Libra qui a vraiment accéléré le mouvement de manière assez dramatique. C'est un sujet qui est rentré dans le débat public alors que finalement, c'est un sujet assez technique. Les gens connaissent très mal la politique monétaire, les aspects techniques, comment la politique monétaire est mise en place, comment la monnaie est créée au niveau réellement du fonctionnement interne des banques centrales. Et les CBDC, c'est finalement un sujet de fonctionnement interne des banques centrales. Et donc, pour comprendre la révolution dont on parle, il faut déjà avoir un peu une vision de ce qu'est le système monétaire actuel, de comment il fonctionne. Donc, le système actuel, pour faire simple, pour faire simpliste, il est à 2 niveaux. Au sommet de la pyramide, on a la banque centrale qui permet aux banques commerciales de se financer en leur fournissant des réserves de monnaie banque centrale. Et les banques commerciales elles-mêmes gèrent le système de paiement et de crédit et elles font donc face aux usagers, c'est-à-dire les ménages et les entreprises, pour résumer. Donc, l'idée du CBDC, c'est de remplacer cette intermédiation et de permettre aux usagers directement d'ouvrir un compte auprès de la banque centrale. Donc, très concrètement, potentiellement, ce que ça voudrait dire, c'est que vous et moi pourrions demain avoir un compte directement auprès de la banque centrale au lieu d'avoir un compte à la BNP, à la Société Générale ou je ne sais quoi. Donc, concrètement, du point de vue des banques centrales, c'est un challenge technique puisque ça consiste à mettre en place une base de données gigantesque qui, à terme, serait potentiellement capable de tracer toutes les transactions, tous les transferts de monnaie au sein de l'économie. Donc, c'est quand même un enjeu technique non négligeable. Donc, ça, c'est vraiment l'enjeu. Donc, vous voyez, c'est assez technique et en même temps, c'est très concret. Puisque ça veut dire qu'on pourrait demain aller à la Banque centrale ouvrir son compte. Donc, voilà, ça, c'est la description de ce que sont les CBDC. Donc, maintenant, excusez-moi, j'ai oublié le contenu exact de la question. Vous vouliez… Non, c'était en effet avoir cette première description qui est très claire, merci beaucoup. Et peut-être dans un second temps, expliquer comment est-ce que elle pourrait jouer un rôle finalement dans des initiatives de relance, un peu comme on a pu le discuter avec les initiatives locales, mais cette fois-ci au niveau national. D'accord. Avant de discuter, si j'ai 5 minutes, avant de discuter exactement de l'aspect relance à travers les CBDC, je pense qu'il est important de simplement présenter les bénéfices et les coûts implicites à l'introduction des CBDC. Donc là, je vais vous donner la liste qui a été proposée par le FMI avec quelques modifications de mon propre tonneau, mais en gros, c'est ce que dit le FMI, mais bon, c'est à peu près sur quoi tout le monde s'accorde. Donc, potentiellement, les CBDC, ça permettrait d'avoir un système de paiement qui serait plus efficient. Le système actuel est efficient, mais il est quand même coûteux. Un Visa prend des bonnes marges. Si vous faites des paiements internationaux, c'est particulièrement coûteux. Donc, ça pourrait être plus efficient. Potentiellement, ça, ce n'est pas vraiment un problème en Europe, mais ça permettrait d'augmenter l'inclusion financière. Donc, il y a de nombreux pays où les gens sont en dehors du système bancaire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans des pays où le système bancaire n'est pas très développé, où les gens ont du mal à ouvrir des comptes bancaires, ils pourraient directement sur leur téléphone, puisqu'en fait, les téléphones sont plus répandus que les comptes bancaires maintenant dans le monde, ouvrir un compte auprès de la banque centrale directement. Donc, des gens qui n'ont pas accès au système bancaire pourraient tout de même utiliser un système de paiement numérique. Ça permettrait d'inciter l'innovation, puisque d'un seul coup, il y aurait des barrières plus faibles à accéder au système financier, à faire de la fintech, à créer de l'innovation financière. Et ça, c'est vraiment un sujet clé au sein de la blockchain, puisque l'accès au cash, comme on dit, pour les innovations blockchain, ça leur permettrait vraiment de rentrer en compétition avec les acteurs financiers traditionnels. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'innovation financière très important. Ça permettrait de répondre aux initiatives de création de monnaie digitale comme Libra, qui font peur aux banques centrales, puisque les banques centrales ont peur de se retrouver en compétition avec des monnaies mondiales. Donc Libra, ce serait une monnaie qu'on pourrait utiliser sur Facebook. Et là, il y aurait une perte du contrôle de la politique monétaire par les États. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Donc il y a besoin de réponse à l'innovation technologique par les acteurs institutionnels. Et donc, par rapport à votre question, un autre aspect, dans un aspect de relance. Donc,
Donc, de quoi on parle? Donc, vous avez parlé de l'hélicoptère monnaie précédemment. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hélicoptère monnaie? C'est très simple, c'est de dire aux gens, on veut faire une relance économique, mais au lieu de passer, je ne sais pas, par augmenter les dépenses de l'État, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créditer les gens sur leur compte bancaire. Donc, imaginez demain, Macron, hier, au lieu d'aller à la télé nous dire qu'il allait donner des subventions aux petits commerçants ou je ne sais pas quoi, et ben, il vous dit tous les Français demain matin vont se réveiller, ils auront 200 € de plus sur leur compte bancaire. Je pense que ça serait assez populaire d'ailleurs. Je pense que les gens seraient assez contents d'une telle annonce. Maintenant, si vous voulez faire ça concrètement, c'est un peu compliqué dans le système bancaire actuel parce qu'en fait, il faut passer par les banques. Il y a des risques de fraude, puisque si des gens ont plusieurs comptes, ils pourraient être crédités plusieurs fois. Il y a des gens qui ne vont pas toucher l'argent non plus nécessairement. Donc, il y a un problème de suivi. Donc, c'est compliqué quand même. C'est faisable, mais c'est compliqué. Aux États-Unis, ils ont fait ça par chèque. Alors, les chèques, il y a des gens qui en ont touché plusieurs, il y en a qui n'en ont pas touché, il y en a qui les ont touchés, qui ne les ont pas tirés. Enfin, vous voyez, il y a tout un ensemble de… C'est assez complexe. Si demain, tout le monde avait un compte auprès de la Banque centrale, ça serait très simple. Hein. Le banquier central appuie sur un bouton et crédite tout le monde. Donc, ça simplifie la mise en place de ces politiques de relance de monnaie hélicoptère et ça permet aussi une traçabilité meilleure de ce qui se passe au sein du système monétaire parce qu'on peut suivre la monnaie de manière beaucoup plus efficace. Maintenant, ça, c'est un risque aussi parce qu'il y a un aspect aussi dystopien, un peu 1984 là-dedans, c'est que l'État aurait potentiellement, mais il y a des solutions technologiques à ça, la possibilité de suivre ce qui se passe sur les comptes de tout le monde. Donc, ça fait un peu peur. La Banque centrale chinoise a mis en place un CBDC, et connaissant l'État chinois, je ne sais pas s'ils nous enregistrent, Zoom, ça passe par la Chine, donc on verra, mais l'État chinois ne va pas se gêner pour savoir ce qui se passe sur le compte des gens. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir, qu'on ne voudrait absolument pas avoir en Europe, ni aux États-Unis. Mais cela dit, il existe des solutions technologiques, donc on pourrait imaginer des CBDC, mais il serait important que les citoyens ou des associations se saisissent de la question pour s'assurer qu'il y ait une protection de l'anonymité au sein du système de CBDC des banques centrales. Et finalement, je voudrais terminer. Donc, là, je vous ai donné tous les points positifs. Donc, vous pourriez, la question qui devrait suivre, qui me semblerait logique, c'est si c'est si bien, pourquoi on ne le fait pas? Et la raison pour laquelle on y pense, les banques centrales y pensent, mais ne se jettent pas non plus, ne se jettent pas non plus à l'eau, c'est que ça pose, comme vous pouvez imaginer, des questions assez profondes sur la réorganisation du système bancaire. Donc, le risque auquel on fait face, c'est que les épargnants, enfin vous et moi, retirions notre argent des comptes des banques et qu'on le dépose tous à la Banque centrale, puisque finalement, la Banque centrale ne peut pas faire faillite, donc on a une garantie plus directe. Mais donc ça veut dire que les banques, tout le système, tout le business model des banques commerciales actuelles doit être repensé, puisque ce que font les banques, c'est qu'elles utilisent nos dépôts et qu'elles les convertissent en des prêts à long terme, mais que c'est une subvention cachée parce qu'elles ne nous payent pas pour nos dépôts. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est un coût plus fort pour les banques commerciales. Et évidemment, il y a du lobbying contre ça. Et la Banque centrale a peur d'une sorte de big bang du système financier qu'elle ne serait pas capable de gérer. Donc, on voit bien les intérêts, mais on voit bien qu'il y a des risques opérationnels majeurs. On a un système qui fonctionne. Est-ce que les gains valent la peine de prendre ce risque? Et pour l'instant, c'est ça qui fait que les banques centrales voudraient y aller, mais en même temps… Voilà, elles ne veulent pas non plus se tromper. Et donc, ils évaluent la situation. Merci beaucoup, Iban, Simon et Julien, pour vos éclairages et la richesse de vos échanges, de nos échanges. Pour résumer globalement, je pense que le message principal à retenir, c'est que aujourd'hui, on fait face à une crise qui est différente des dernières crises qu'on a connues. La crise économique aujourd'hui, elle n'est pas financière. Elle touche directement les petits commerces et l'économie réelle, et elle pose de sérieux problèmes de cash flow en fait à ces acteurs-là. Qui se retrouvent dans l'incapacité d'exercer leur activité. D'un autre côté, le confinement bouleverse un peu les habitudes de consommation des individus, et les outils dont disposent nos institutions et nos gouvernements aujourd'hui ne permettent pas justement de rediriger la monnaie aussi efficacement qu'on peut le faire des initiatives locales comme le SCHO qu'Iban nous a présenté en détail. Et comme le soulignait Julien, je pense que justement là où la technologie peut être intéressante et là où les crypto-monnaies et les actifs numériques peuvent l'être, ce n'est pas forcément dans ce fantasme de
de venir bouleverser un peu les institutions et s'imposer comme nouvelle monnaie ou comme nouvelle façon de faire. C'est justement en apportant peut-être un peu plus d'efficacité à des initiatives qui font déjà leurs preuves, comme le SCHO, comme la monnaie du lac Léman, hein, que Gabriel a mentionné tout à l'heure, que Iban a également mentionné. Donc en leur apportant plus d'efficacité qui leur permettront probablement de passer à l'échelle. Mais aussi dans d'autres cas, comme le mentionnait Julien, dans le cas de monnaie privée, qui serait dédiée à un usage assez spécifique, qui interviendrait dans des circonstances et dans des contextes assez particuliers et qui viendrait parfois stabiliser des situations qui ne le sont pas, ou corriger certaines défaillances de notre système financier actuel dans des régions et dans des contextes très précis. Et je pense que la conviction qu'on a tous aujourd'hui, c'est celle-là, c'est que sans forcément être des outils de relance économique dans le sens le plus large du terme, et merci pour ta rigueur, Julien, sur cette question. Je pense que ça peut effectivement être enfin, en tout cas, on a la conviction que ça peut être des instruments dans des contextes particuliers, des situations très précises, assez utiles. Et donc, on ne croit pas forcément à l'avènement d'un actif numérique qui viendrait tout changer, mais de plusieurs actifs numériques, chacun conçu spécifiquement pour répondre à un usage et qui viendrait corriger certaines défaillances ou certaines instabilités de notre système dans des contextes très précis.